Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 23 avril, nous recevons ce soir Laroussi, père d'Hakim, l'adolescent toulousain de 15 ans qui était parti en Syrie en janvier. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Le maire de Toulouse remet en place une procédure interrompue en 2008 afin de tenter de limiter les mariages blancs. Et enfin, 3 journées pour sensibiliser les jeunes d'un lycée au risque de la route. C'est le défi de la sécurité routière. Les mariages blancs et mariages gris, ce sont des unions arrangées pour contourner la loi afin d'obtenir des papiers français. Et le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui a décidé de mettre fin à un terme à ces pratiques à l'ancienne. Et il estime qu'elles manquaient de rigueur. François Guinle. 2 semaines après son installation au Capitole, c'est une décision lourde de sens qu'a pris Jean-Luc Moudin. Désormais, les agents en charge de l'état civil devront signaler à la justice tout soupçon de mariage à des fins d'obtention de titres de séjour ou de nationalité française. Une décision qui répond à des attentes émanant du personnel de la mairie. Des fonctionnaires sont venus voir les élus, les nouveaux élus, en étant gênés, en disant voilà, nous avons depuis 6 ans une instruction qui n'est pas écrite et qui nous demande de fermer les yeux sur certaines réalités. Je suis très choqué que la municipalité précédente ait demandé à des agents publics de ne pas respecter la loi et de fermer les yeux sur certaines situations. C'est une municipalité, la municipalité précédente, qui se réclamait des valeurs républicaines, qui donnait même des leçons en la matière. Eh bien voilà que je découvre qu'elle-même piétinait ses propres principes. Dorénavant, le maire demande l'application stricte de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il oblige tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur. Pierre Cohen se déclare surpris qu'une telle demande émane du personnel de la mairie. Je ne prendrai jamais le personnel en otage. Je considère qu'aujourd'hui c'est une décision politique du maire et en ce qui me concerne, pendant 6 ans, je n'ai jamais eu de la part du personnel, mais cela dit peut-être que ça ne m'est pas remonté, mais du personnel une volonté de le faire. Tout en soulignant sur le fond une volonté du nouveau maire de flatter son électorat. Aujourd'hui, c'est surtout des préoccupations sécuritaires et en particulier d'avoir une volonté d'aller à la chasse des sans-papiers. Bon, je pense que la ville de Toulouse mérite des ambitions beaucoup plus fortes. Une partie de la campagne était sur un discours sécuritaire. Il fallait évidemment avoir les voix et les AU du Front National. Donc aujourd'hui, il a quelques cautions à apporter. Près de 1500 mariages sont célébrés chaque année à Toulouse. Le mariage blanc est passible de 5 ans d'emprisonnement. François Hollande s'est rendu cet après-midi dans le Tarn à Carmaux afin de rendre hommage à Jean Jaurès à l'occasion du centenaire de sa disparition. Le président de la République a quelque peu été chahuté par une habitante qui l'a notamment interpellé sur sa politique et ses engagements. Écoutons. Pensez au petit nom, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, monsieur le président. Vous êtes venu à Carmaux il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens, monsieur le président. Pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui. Monsieur le président, pensez-y. Lors de son discours, François Hollande a notamment parlé de la nécessité des réformes engagées et à venir, mais aussi de la jeunesse, sa grande priorité. Pour ce faire, il a bien évidemment évoqué à de nombreuses reprises la figure emblématique du socialisme, Jean Jaurès. Ici, dans le Tarn, vous avez toujours le discours de Jean Jaurès au lycée d'Albi de 1903. Ce qu'il disait du courage, ce qu'il demandait aux jeunes de faire pour s'émanciper de toutes les pressions qui pouvaient peser sur eux, sur le témoin qu'il leur donnait pour qu'ils puissent avancer dans le sens de l'histoire. Eh bien, c'est vers cette jeunesse que nous devons nous tourner pour l'encourager, pour l'accompagner, pour l'écouter, pour la faire réussir. Celui qui engage la réforme n'est pas sûr de son succès, mais il sait que c'est la seule chance pour y parvenir. C'est la mission que j'ai confiée au gouvernement de Manuel Valls, agir vite, efficacement, fortement, prendre des risques, parce que le pire risque, c'est de ne pas en prendre, c'est de laisser faire. Ces efforts que nous demandons, ce n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que des gouvernements demandent des efforts et qu'on n'en voit pas le sens. Les efforts que nous demandons, elles ont une raison et une seule,
le service de la France, le redressement de la France, la justice en France. Cet idéal de justice, de réussite, de progrès, c'est le mien depuis toujours. J'ai, comme beaucoup d'autres ici, de toute génération, été inspiré par Jaurès. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, lui être fidèle n'est pas de renoncer, n'est pas d'abandonner, n'est pas de céder parce que c'est difficile, c'est tout le contraire. Abandonnée en 2013, l'autorisation de sortie de territoire des mineurs devrait être rétablie. C'est l'une des mesures annoncées hier par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, une mesure à laquelle vous êtes favorable, monsieur. Elle aurait pu éviter le départ de votre fils en Syrie en janvier. C'est pas que je suis favorable ou pas, j'attends des résultats, j'attends du concret, j'attends une mise en œuvre rapide surtout, afin d'endiguer tout ce fléau, de remédier définitivement à ces départs. Et je pense que c'est vraiment, effectivement, c'est l'une des solutions qui peut aller dans le bon sens, je dirais, mais reste à savoir quand ça va être appliqué, et y compris non seulement l'autorisation, mais toute la batterie de mesures qui suit derrière aussi, quoi. Alors François Hollande a indiqué qu'il prendrait toutes les mesures pour dissuader, empêcher, punir ceux ou celles qui seraient tentés par le djihad. Alors on parle de 500 Français qui seraient partis en Syrie. Est-ce que vous avez compris la démarche de votre fils, quand bien même vous dites que lui n'est pas parti pour faire le djihad? Il n'est jamais parti pour faire le djihad, il est parti pour se ressourcer en islam, en un, et deux surtout dans le sens humanitaire à ses yeux, pour venir en aide à ses enfants qui se faisaient massacrer par Bachar en particulier et ses soldats. Ouais. Donc une fois arrivé sur place, effectivement, il a dû très vite se rendre compte de la dangerosité, de la différence des choses, de la réalité des choses en tous les cas. Est-ce qu'il s'est fait avoir pour vous, en fait? Il s'est fait plus qu'avoir, il s'est fait enrôler, il s'est fait endoctriner, effectivement. Pour moi, c'est un rapt des temps modernes, il n'est pas le seul dans ce cas. On parle de 700 chiffres officiels au jour d'aujourd'hui, sans compter les chiffres officieux, parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui ne déclarent même pas la disparition de leurs enfants, craignant la répression judiciaire et tout ce qui suit. Donc on attend, ils attendent dans leur coin, dans l'espoir un jour de voir leurs enfants revenir. Donc effectivement, pour moi, ils sont otages de ces pays en guerre, ils sont encore otages de la politique qui a été menée depuis quelques années, en particulier depuis 2 ans en France, et je pense particulièrement à cette circulaire qui a permis à tous ces jeunes de quitter des territoires librement, sans autorisation ou accord parental. Donc pour moi, l'État a sa part de responsabilité dans ces... Alors aujourd'hui, votre fils a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Où est-ce que ça en est au niveau de la justice? Ça suit son cours, il est sous harcèlement justement et contrôle judiciaire, lui aussi bien que sa famille, il n'est pas le seul. Nous-mêmes, on est convoqués de temps à autre. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un très lourd, comment dirais-je, poids judiciaire. Ça ne va pas dans le bon sens pour moi. Ça ne va pas dans le bon sens parce que tout simplement votre portable qui sonne. Excusez-moi. Ça ne va pas dans le bon sens parce que, en fin de compte, on ne permet pas à ces jeunes, tout simplement, de pouvoir reprendre une vie normale, et en particulier une scolarité. Un gosse de 15 ans, quelqu'un qui rentre d'un pays de guerre ou qui est accidenté de la vie, par principe, pour moi, il a plus besoin d'être chuchoté, d'être épaulé, d'être écouté, d'être soigné, traité correctement et surtout comme un gosse mineur de 15 ans. Non pas comme un djihadiste, non pas comme un terroriste. Qu'est-ce que vous voulez faire justement maintenant par rapport à... Alors, vous avez le projet de faire une association ou de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte qu'aucun mineur ne puisse sortir du territoire français, voire de l'Europe, sans autorisation écrite des parents. Et pour ça, il faut que le parent et le mineur disent, voilà, mon enfant va circuler en avion. Tout à fait. Je compte m'engager effectivement dans ce sens-là pour la protection des enfants et en particulier des enfants mineurs. Au-delà de cela, apporter une aide et un soutien à leur famille sur le long terme. Vous avez été démuni vous-même pendant la garde à vue de votre fils? Comment? Vous avez été démuni, j'imagine, pendant la garde à vue de votre fils? Tout à fait. Et je ne suis pas le seul, le pire de tous. On n'est pas le seul, on n'est qu'un cas sur 700. Il faut dire qu'il y en a 1, 2, 3, 10 qui parlent, mais il y en a 700 qui ne parlent pas. Mais vous voulez interpeller Manuel Valls en lui disant, attention, cette circulaire qui a existé, comme quoi un mineur pouvait circuler avec un passeport, le passeport faisait office d'autorisation, vous dites stop, c'est fini tout ça.
C'est ce que vous voulez lui dire? Tout à fait. Au-delà de Valls, pour moi, c'est du plus bas de l'échelle, je dirais, de nos hommes politiques, de nos élus, c'est-à-dire du maire au député, jusqu'au plus haut sommet de l'échelle, c'est-à-dire au président de la République. Et ils sont les premiers garants de la protection de nos enfants, en particulier mineurs. On n'a rien à leur dire et ce n'est pas le travail des associations, normalement, c'est le leur. Donc qu'ils assument leurs fonctions pleinement ou ils quittent leurs fonctions. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est très facile de culpabiliser les parents, de considérer des gosses mineurs de 15 ans comme étant responsables, or qu'ils sont loin de l'être et ils ne sont pas les seuls responsables. Les parents, ils ont leur responsabilité effectivement d'éducation, de bienveillance, de ce qui suit, mais il faut reconnaître une chose, que c'est un phénomène qui dépasse les parents, qui dépasse l'État en lui-même. Donc il faut vraiment agir très très vite. Moi, les mesures, je ne peux que m'en réjouir puisque ça va dans le bon sens effectivement, mais j'attends du concret, des résultats et la rapidité de la mise en place. J'apprends seulement hier par certains de vos confrères que Monsieur le ministre serait sur le point de convoquer certaines familles concernées par ces fléaux, justement. J'ai pris l'initiative de rentrer en contact en appelant le ministère en lui-même. Il n'y était pas puisqu'il était sur des plateaux télé de vos confrères, en particulier BFM TV et la 2. Donc j'ai eu le directeur de cabinet, longuement au téléphone, et il m'a fait comprendre que je ne fais pas partie de ce lot. Donc il en recevrait que 4-5 familles, sans plus. C'est comme si, pour moi, la situation n'était pas assez grave. J'ai tellement de choses à lui dire, j'ai vu des familles, j'ai rencontré des familles, histoire de voir leur attente, de prendre la température, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est un peu dans ce sens-là que je m'engage, parce que moi, j'aime les enfants, et c'est les enfants qui me portent et qui me font vivre. Très bien, merci Jérôme. Beaucoup. Donc c'est actuellement la semaine européenne de la vaccination, une sorte de piqûre de rappel pour ceux qui oublient de faire les leurs. Oui, toute l'année, le service communal hygiène et santé de Toulouse accueille des patients et notamment des voyageurs en demande de conseils sur les vaccins nécessaires à leur déplacement. Un reportage de Nathalie Houtezac et de Alain Sorat. Je viens me faire vacciner avant un long séjour à l'étranger. Parce que j'ai un vaccin à faire pour aller en Thaïlande. Du coup, je vais faire une mise à jour aussi en même temps. Les motivations sont diverses pour se faire vacciner. De nombreux Toulousains sont déjà venus au centre de vaccination du service communal Place de la Dorade. C'est un geste citoyen qui sert l'intérêt collectif en évitant la propagation des maladies et réduisant le risque d'épidémie. Il y a la diphtérie, tétanos, polio, il y a la coqueluche, il y a l'hépatite B, il y a la méningite, l'hémophilus, la rougeole au rayon rubéole, les papillomavirus. Voilà, donc tout ça, en fait, il faut regarder le calendrier vaccinal français. Parfois, certains vaccins comme celui de la fièvre jaune peuvent provoquer des effets indésirables. Un mal pour un bien, car cette maladie est mortelle, un cas sur 2. C'est vrai qu'on ne vaccine pas tout le monde contre la fièvre jaune, on ne vaccine que les gens qui vont dans des pays où la fièvre jaune est répandue, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Mais on sait que ce vaccin, qui est un vaccin vivant, un virus vivant atténué, peut donner des effets secondaires, 1 fois sur 10, des effets secondaires comme des syndromes grippaux, c'est-à-dire des courbatures, de la fièvre. Le centre de vaccination vous accueille les lundis, mercredis et vendredis jusqu'à 16 h. La mise à jour des vaccins est libre et gratuite. La vaccination des voyageurs est payante et sur rendez-vous. Pour la 4e année consécutive, 3 jours sont consacrés à la sécurité routière au lycée technique Roland-Garros. On le sait, les jeunes sont une population particulièrement exposée aux accidents, notamment le week-end. Et oui, Marlène Canal s'est rendue dans cet établissement où ont eu lieu aujourd'hui plusieurs démonstrations de désincarcération ou encore de simulation de tonneaux. Grand classique de cette matinée prévention sécurité routière, la voiture tonneau, un atelier pédagogique qui démontre l'utilité de la ceinture de sécurité. Réaction à chaud. J'ai le tournis, j'ai la tête qui tourne un peu et je tremble. En fait, on a trop peur que ça ne tient pas et qu'on tombe sur la tête. On sent que la ceinture quand même elle aide, elle nous retient vachement. Ça va nous servir parce qu'on est jeunes, voilà, on est un peu inconscient et là maintenant on est au courant un peu. Quand on boit, on ne conduit pas de toute façon. Enfin, on reste sur place ou alors on rentre avec quelqu'un qui n'a pas bu. Le discours est bien appris, pourtant les chiffres indiquent le contraire. Ce sont les 15-25 ans en 2 roues et alcoolisés qui sont le plus impliqués dans les accidents. Il faut adapter la prévention. Quand on a une classe dissipée, quand on parle de proches qui sont touchés par des accidents de la route,
personne n'est insensible à ce genre de choses. On évoque tout simplement, par exemple, faire un avis à famille. Lorsqu'on prévient les familles d'un décès, c'est une chose assez douloureuse que les forces de l'ordre ont pour mission. Et ça, par exemple, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Quand on leur explique avec nos mots, ils sont touchés. Et à partir du moment où ils sont touchés, on peut parler de sécurité routière. C'est une fille d'à peu près mon âge qui a 16 ans qui est morte et même ça doit faire beaucoup de mal à sa famille. Et donc j'aimerais pas que ça m'arrive, ni ça arrive à mes proches. Un peu plus loin, dans la cour du lycée, cet atelier désincarcération, le spectateur est déjà bien ferré. Je suis en train de voir un accident de voiture. Ils sont en train d'enlever tout ce qui est la casse de la voiture pour ne pas fragiliser la personne qui est dedans. Et voilà. Des images un peu violentes mais assumées, il s'agit de créer un choc chez le futur conducteur. Les jeunes ont souvent du mal à se rendre compte des conséquences de leurs actes. Donc ça permet de leur montrer la durée de l'intervention, la gravité et la complexité de l'intervention. Cette année en Haute-Garonne, on a enregistré 8 morts de moins par rapport à l'an dernier. En revanche, le nombre d'accidents a augmenté de plus d'un tiers et le nombre de blessés de 45%. La prévention, c'est bien, mais pas suffisant. Aussi beaucoup de répression le week-end dernier, les prochains jours et les prochaines semaines. Je vais augmenter effectivement la présence des policiers et des gendarmes sur le bord de la route avec des instructions très claires, d'être non seulement vigilant, mais en plus d'être sévère. Car en cette veille de week-end pascal, les contrôles de vitesse par la police et la gendarmerie seront plus nombreux sur les routes des vacances. Robots, drones et voitures intelligentes, les lycéens ont de l'imagination et du savoir-faire. Des jeunes de 10 établissements de l'académie ont mis toute leur science à l'œuvre à l'occasion des 5e Olympiades, aujourd'hui à la Cité de l'Espace Jean-Marc. Et oui, objectif de la manifestation, développer l'intérêt pour les sciences de l'ingénierie. Marianne Ribaud et Auriello Roda ont rencontré une équipe en compétition. Ce petit robot à commande vocale, c'est le bébé d'Ilana, Marie, Nicolas et Maria, élèves de terminale du lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Son rôle, aider et accompagner les personnes à mobilité réduite. Un projet humaniste donc qui éblouit le jury. C'est une équipe qui manifestement a répondu aux différents critères d'évaluation qu'on peut avoir, c'est-à-dire c'est un projet innovant. Ils ont aussi réussi à communiquer leur enthousiasme et leur démarche scientifique. Le jury en général a été passionné par ce qu'ils ont entendu. Avec ses capteurs, son moteur et son bras articulé, ce petit bonhomme au sourire ravageur est un projet de longue haleine. Ces 4 lycéens travaillent sur ce robot depuis le mois d'octobre. Les Olympiades sont un tremplin pour ces futurs ingénieurs. Je suis assez soulagée parce qu'on était un petit peu stressés avant de passer. Ça nous a permis d'acquérir une certaine maturité. C'était nos premiers concours. Et sachant qu'on souhaite continuer dans ce domaine-là pour nos études supérieures, c'était un bon entraînement pour nous. Et voilà, c'était pour découvrir surtout. En fin d'après-midi, 2 équipes ont été sélectionnées pour participer à la grande finale qui opposera les 28 académies de France dans les locaux de Microsoft à Paris le 21 mai prochain. Finalement, on l'a appris en fin de journée, cette équipe est sélectionnée, elle ira à Paris. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir Laroussi. Bonsoir. Et je rappelle que vous êtes en train de monter une association pour dénoncer l'islam radical et ses dérives. Vous cherchez des membres bénévoles donc pour la créer et puis pour la développer. On peut vous appeler au numéro qui s'affiche au 06 87 53 32 55. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée. Prochaine édition demain 19h.